Mes parents ont ignoré ma vie jusqu'à ce que Forbes me nomme millionnaire. Après un an de silence, ils m'ont invité à dîner, feignant la fierté. Une fois sur place, alors qu'ils réclamaient mon aide financière, j'ai révélé un secret qui a glacé l'atmosphère et scellé leur destin. Je m'appelle Léa Hérault. J'ai 29 ans. Et jusqu'à ce que Forbes France me nomme millionnaire autodidacte, ma famille a traité chaque grand moment de ma vie comme un simple bruit de fond. Ils ont raté mes remises de prix, l'obtention de mon diplôme, ma première réunion avec des investisseurs, et la nuit où mon entreprise a finalement vu le jour. Pendant une année entière, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel pour mon anniversaire, pas d'invitation pour les fêtes, pas même un simple message pour savoir si j'étais en vie. Puis, le matin où mon visage est apparu dans Forbes à côté de l'évaluation de RestoFlux, l'entreprise de logiciels pour restaurants que j'ai bâtie de zéro, mon téléphone s'est illuminé avec un texto de papa. Dîner de famille à 19h. Important. Quelques minutes plus tard, maman a appelé avec une voix si douce qu'elle semblait presque répéter à l'avance. Elle a dit qu'ils avaient préparé le dîner pour me célébrer, une entrecôte, de la purée maison, la totale. J'ai souri à mon téléphone parce que je savais exactement ce qui avait changé. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la fierté. C'était le chiffre imprimé à côté de mon nom. Ils pensaient que Forbes signifiait que j'avais des millions qui dormaient sur un compte en banque, n'attendant que de sauver quiconque se souviendrait de m'appeler « ma fille ». Alors, je leur ai dit que je serais là. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à leur maison dans la même vieille Renault Clio que je possédais depuis mes jours de galère en start-up. Je portais un pull tout simple, je n'avais pas de sac de créateur, et je n'avais pas apporté de chéquier. Ce que j'avais apporté, en revanche, c'était quelque chose à quoi ils ne s'attendaient absolument pas. À la fin du dîner, ces gens qui m'avaient ignoré pendant des années fixaient la table, le visage livide, et aucun d'entre eux ne pouvait prononcer un mot. 18 mois avant cette soirée, je croyais encore qu'il existait une version de ma famille capable d'être là pour moi si le moment était suffisamment important. RestoFlux venait de signer le plus gros contrat de la courte histoire de notre entreprise, un accord avec un groupe national de restauration qui allait tripler nos revenus mensuels et nous faire remarquer par des investisseurs sérieux. J'avais passé des années à construire cette entreprise depuis un bureau d'emprunt, avec un ordinateur portable fissuré et un compte en banque qui avait un jour affiché moins de 40 €. J'avais dormi dans mon bureau, mangé des sandwichs de supérette pour le dîner, et pris des appels du service client à 2 heures du matin parce que je n'avais pas encore les moyens de payer une vraie équipe. Alors, quand ce contrat a finalement été signé, je ne voulais pas faire la fête avec des inconnus en costume. Je voulais m'asseoir en face de ma famille et entendre la seule phrase que j'avais attendue toute ma vie, « Nous sommes fiers de toi, Léa ». J'ai réservé une table privée dans une brasserie haut de gamme du centre-ville de Lyon que mes parents trouvaient toujours trop chère, à moins que quelqu'un d'autre ne paie. J'ai commandé tout ce qu'ils aimaient. Une côte de bœuf saignante pour mon père, un gratin de macaroni au homard pour ma mère, des bouchées de bœuf glacé au cognac pour mon frère Damien, et une farandole de dessert ridicule pour ma sœur Margot, parce qu'elle aimait plus prendre de jolies photos de nourriture que la manger. À 19h, j'étais assise là, dans une robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour l'occasion, regardant mon téléphone toutes les 2 minutes comme une adolescente attendant son rencard. À 19h15, personne n'était arrivé. À 19h30, le serveur m'a demandé si je voulais attendre encore un peu. J'ai souri un peu trop vite et j'ai dit, ils sont probablement coincés dans les bouchons. À 19h40, Damien m'a envoyé le premier texto. Désolé, une grosse réunion s'est éternisée. Je suis fier de toi quand même. J'ai fixé le message parce que Damien n'avait jamais dirigé de grosses réunions de sa vie. Il avait un titre dans l'entreprise de restauration familiale, mais tout le monde savait que mon père prenait les vraies décisions et que Damien se contentait surtout de se promener avec un porte-bloc pour faire semblant d'être occupé. À 19h50, Margot m'a envoyé un message vocal disant qu'elle avait un événement de création de contenu et qu'elle ne pouvait pas partir. À 20h, ma mère m'a écrit qu'elle avait une terrible migraine. Mon père, lui, n'a envoyé aucun message. Il a simplement fait ce qu'il a toujours fait quand ma vie le dérangeait, il a disparu. Je suis restée assise à cette table assez longtemps pour que la viande refroidisse et que le beurre durcisse sur le pain. J'ai gardé une main serrée autour de mon verre d'eau parce que si je le lâchais, j'avais peur que le serveur voie mes doigts trembler. Puis, j'ai fait l'erreur d'ouvrir Instagram. Margot avait publié une story 9 minutes plus tôt. La pièce était bruyante, pleine de musique, de ballons, et de gens tenant des coupes de champagne.
En travers de l'écran, on pouvait lire « Félicitations, Damien. L'avenir de la maison Hérault ». Ma mère était là, souriante, sans aucune migraine. Mon père était là, tapant dans le dos de Damien comme s'il venait de guérir une maladie. Margot était là, se filmant dans le miroir en riant. Ils avaient zappé la plus grande soirée de ma vie pour célébrer la fausse promotion de Damien dans une entreprise qui l'aidait déjà à couler. J'ai regardé la story 2 fois, non pas parce que j'avais besoin de preuves, mais parce qu'une part de moi voulait que la douleur soit assez claire pour que j'arrête enfin de les défendre. J'ai payé l'addition pour de la nourriture que personne n'avait mangée. J'ai laissé au serveur un pourboire plus généreux que je n'aurais dû, parce qu'il avait eu la gentillesse de ne pas avoir l'air d'avoir trop pitié de moi. Puis j'ai marché jusqu'à ma vieille Clio dans le parking, je me suis assise au volant, et je l'ai serrée jusqu'à m'en faire mal aux mains. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas supplié pour obtenir une explication. Je suis juste restée assise là, pendant que l'horloge du tableau de bord brillait dans le noir, et j'ai finalement admis une chose que j'avais évitée pendant des années. Je n'étais pas la fille qu'ils oubliaient par accident. J'étais la fille dont ils se souvenaient uniquement quand cela les arrangeait. Ce dîner à la brasserie n'était pas le début du problème. C'était seulement la nuit où j'ai arrêté de faire semblant que le problème avait une explication innocente. J'avais été l'enfant facile aussi longtemps que je m'en souvienne. La fille responsable, la fille discrète, celle qui ne faisait pas de scandale, qui ne demandait pas grand-chose, et qui n'obligeait personne à la choisir. Mon père, Grégoire Hérault, avait construit toute son identité autour du nom de famille. La maison Hérault avait commencé avec un petit restaurant ouvert par mon grand-père dans les années 70. Et à l'époque où j'étais au lycée, mon père l'avait développé pour atteindre 4 établissements dans la région Rhône-Alpes. Il aimait dire aux gens que nous étions une famille de bâtisseurs. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'était que tout le monde dans la famille existait pour protéger son image. Ma mère, Marianne, était le sourire à ses côtés sur chaque photo. Elle savait comment faire en sorte que les gens se sentent les bienvenus en public, et minuscules en privé. Damien, mon frère aîné, était l'héritier désigné, même s'il échouait lamentablement à maintes reprises. Margot, ma petite sœur, était le bébé, la jolie, celle que tout le monde protégeait des conséquences. Et moi, j'étais l'utile. Celle qui avait de bonnes notes sans cours particulier. Celle qui remplissait ses propres dossiers de bourse. Celle qui a appris à ne pas pleurer fort parce que la douleur bruyante agaçait les gens qui n'avaient pas l'intention d'aider. Quand j'avais 14 ans, je suis arrivé en finale régionale de débat. J'avais pratiqué pendant des mois, m'enregistrant dans ma chambre jusqu'à m'en casser la voix. Le matin de la compétition, ma mère a promis qu'il serait là pour la phase finale. Mais Margot avait un essayage de robe pour une soirée du lycée, et d'une manière ou d'une autre, une robe qu'elle allait porter une seule nuit est devenue plus urgente que le plus grand événement académique de ma vie. J'ai gagné la 2e place ce jour-là. Quand le présentateur a appelé mon nom, je suis monté sur scène et j'ai cherché dans la foule. J'ai vu d'autres parents debout, applaudissant, agitant des téléphones en l'air. Ma rangée était vide. J'ai souri quand même, parce que les enfants apprennent très tôt comment protéger les adultes de la culpabilité. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, mes parents sont venus, mais ils sont partis avant que mon nom ne soit appelé parce que Damien a dit qu'il avait une opportunité de réseautage dans un club de golf, et mon père ne voulait pas qu'il arrive seul. Ma mère m'a embrassé sur la joue sur le parking et a dit, « Tu comprends, ma chérie. Tu as toujours été si mature. » Je détestais ce mot. Mature signifiait qu'il pouvait me décevoir tout en s'attendant à ce que je les réconforte. Des années plus tard, quand j'ai eu l'idée de Resto Flux pour la première fois, j'ai fait quelque chose que je ne faisais presque jamais. J'ai demandé de l'aide. Je me suis assise en face de mon père à la table de sa cuisine avec un plan d'affaires simple, un prototype, et une demande de 8 000 €. J'avais besoin de payer les frais de serveurs informatiques, les frais de création juridique, et d'avoir assez de marge pour tester le produit avec 10 restaurants indépendants. Il a feuilleté les pages comme s'il regardait le dessin d'un enfant. Puis, il a repoussé le dossier de l'autre côté de la table et a dit, « Les restaurants sont de vraies entreprises, Léa. Pas les applications. Trouve-toi un vrai travail. Arrête de courir après ce fantasme de la French Tech. » Je suis sorti de là embarrassé, mais pas surprise. 4 semaines plus tard, Damien avait besoin d'aide pour l'apport d'une maison de ville qu'il ne pouvait pas s'offrir. Mon père a appelé ça un investissement dans la stabilité familiale et a signé le chèque avant le dîner.
Margot voulait une nouvelle voiture parce que son ancienne ne correspondait plus à son image sur les réseaux sociaux. Ma mère a dit que l'image était importante à son âge, et la voiture est apparue dans l'allée le week-end suivant. J'ai arrêté de demander après ça. J'ai construit RestoFlux en travaillant dans un café le matin, en codant la nuit, et en enchaînant les réunions dans des salles de conférences prêtées, à l'air vicié et au store cassé. Mes premiers clients étaient des restaurateurs épuisés qui ne pouvaient pas s'offrir de systèmes informatiques hors de prix. Je les comprenais parce que j'avais grandi en observant les restaurants de l'intérieur. Je savais quelle quantité de nourriture était gaspillée, à quel point les erreurs de planning pouvaient ruiner les marges, et à quel point il était facile pour des propriétaires orgueilleux d'ignorer les chiffres jusqu'à ce que l'entreprise commence à saigner. L'ironie était presque amusante. Cette même famille qui s'était moquée de mon logiciel aurait un jour besoin du genre de discipline que mon logiciel avait été conçu pour imposer. Mais à l'époque, ils ne voyaient pas une fondatrice. Ils voyaient Léa avec sa petite application. Léa avec son truc d'ordinateur. Léa qui finirait probablement par retrouver la raison. Alors j'ai arrêté d'essayer de me justifier. J'ai laissé leur silence devenir de la distance. J'ai laissé la distance devenir de la discipline. Et au moment où Forbes a imprimé mon visage à côté du mot « autodidacte », j'avais déjà appris la vérité la plus douloureuse de ma vie. Certaines personnes ne reconnaissent pas votre valeur pendant que vous êtes en train de devenir quelqu'un. Elles n'apparaissent que lorsqu'elles pensent pouvoir tirer profit de ce que vous êtes devenu. Le jour où Forbes a publié l'article, mon bureau semblait étrangement calme. Mes employés faisaient la fête dans l'espace de travail principal, riant, prenant des photos, m'envoyant des messages de félicitations. Les investisseurs m'envoyaient des emails. D'anciens camarades de classe reprenaient soudainement contact. Des gens qui avaient ignoré mes premières présentations agissaient maintenant comme s'ils avaient toujours cru en moi. Mais le message qui a changé la température de la pièce ne venait ni d'un investisseur ni d'un journaliste. Il venait de mon père. Dîner de famille à 19h. Important. C'était tout. Pas de félicitations. Pas d'excuses pour une année de silence. Aucune question pour savoir si j'étais libre. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. Quand ma mère m'a appelé quelques minutes plus tard avec sa voix de miel, j'ai failli éclater de rire. Nous avons préparé un dîner pour te célébrer, a-t-elle dit. Ton entrecôte est ta purée préférée. Ça signifierait tellement pour nous que tu viennes. Ces mots étaient chaleureux, mais la chaleur a un son particulier quand elle est sincère. Là, c'était poli, répété, stratégique. Je lui ai dit que je serais là, j'ai raccroché, et j'ai regardé la ville en contrebas à travers la baie vitrée de mon bureau. J'en savais déjà assez pour comprendre pourquoi il s'était enfin souvenu de moi. 3 semaines plus tôt, un courtier spécialisé en créances douteuses avait contacté mon équipe d'acquisition au sujet d'un petit groupe régional de restauration en grande difficulté. J'avais failli ignorer le dossier jusqu'à ce que je voie le nom, Maison Héros, l'entreprise de ma famille. Les chiffres étaient pires que ce que j'avais imaginé. Baisse des revenus, retard de paiement des fournisseurs, retard de salaire, un prêt bancaire en défaut de paiement, une deuxième saisie conservatoire qui avait été vendue à prix cassé parce que le prêteur voulait se retirer avant que tout ne s'effondre. Je n'ai rien piraté. Je n'ai pas utilisé de données clients privées. J'ai fait ce que font les bons chefs d'entreprise. J'ai lu les documents publics, j'ai engagé des avocats, et j'ai laissé des professionnels vérifier chaque ligne. Cet après-midi-là, avant de partir pour le dîner, j'ai appelé ma directrice financière, Nadine Weiss. Nadine était avec moi depuis que RestoFlux n'avait que 6 employés et un plafond qui fuyait. Elle était calme de la manière dont seules les personnes qui ont nettoyé des désastres financiers peuvent l'être. Tout est prêt, a-t-elle dit. L'acquisition de la dette est terminée. Les documents de transfert sont en règle. Camille a revu les options d'exécution 2 fois. Camille Rousseau était notre avocat externe pour les fusions, acquisitions et actifs en difficulté. Il se fichait pas mal des drames familiaux. Il se souciait des signatures, des délais et des leviers juridiques. Et s'il refuse, et j'ai demandé. Alors les procédures de saisie commenceront demain matin, a répondu Nadine. Mais d'après ce que tu m'as dit d'eux, ils se soucieront davantage de l'humiliation publique que de l'argent. Elle avait raison. Mes parents pouvaient survivre à la perte de leur argent. Ils ne pouvaient pas survivre au fait que les gens sachent qu'ils l'avaient perdu. J'ai quitté le bureau vêtu d'un pull crème basique, d'un jean foncé et de chaussures plates.
Pas de boucle d'oreille en diamant, pas de sac de créateur, aucun symbole de richesse qu'il pourrait utiliser pour me flatter ou me jalouser. Dans le parking, ma voiture récente, rutilante et silencieuse, m'attendait sous les lumières. Je suis passé devant et j'ai choisi la vieille Renault Clio. La peinture était rayée, le porte-gobelet était cassé, et le moteur faisait un bruit fatigué à chaque démarrage. J'avais gardé cette voiture parce qu'elle me rappelait les années où personne ne croyait en moi et où je devais y croire assez fort pour tout le monde. Le trajet jusqu'à la banlieue de mes parents a duré 40 minutes. À mesure que la ville s'éloignait derrière moi et que les rues s'élargissaient, j'ai senti de vieux souvenirs m'oppresser la poitrine. Je me suis souvenu d'avoir fait du vélo sur ces trottoirs. Je me suis souvenu de m'être tenu dans cette cuisine pendant que les gens discutaient de projets qui ne m'incluaient jamais. Je me suis souvenu de n'être félicité que lorsque je me rendais utile. Puis, j'ai regardé mes mains sur le volant et j'ai respiré jusqu'à ce que la tension se dissipe. Je n'allais pas là-bas en tant que fille solitaire attendant d'être choisie. Je n'allais pas là-bas en tant qu'enfant amer cherchant la bagarre. J'y allais en tant que créancière principale d'une entreprise en faillite dont les propriétaires avaient confondu mon silence avec de la faiblesse. Quand je me suis garé dans l'allée, la lumière du Porsche était allumée. Par la fenêtre de devant, je pouvais voir du mouvement. La lumière chaleureuse de la cuisine. Des assiettes transportées vers la salle à manger. Ça ressemblait à un dîner de famille. De l'extérieur, cela semblait presque tendre, mais je n'étais pas dupe. Certains pièges ont l'odeur du beurre et de l'entrecôte avant de se refermer sur vous. Ma mère a ouvert la porte avant même que je puisse frapper, ce qui m'a indiqué qu'elle guettait par la fenêtre. Léa, a-t-elle dit, étirant mon prénom pour le rendre doux et émotionnel, comme si nous nous parlions toutes les semaines au lieu de ne pas nous être adressé la parole depuis un an. Elle m'a serré dans ses bras d'une étreinte qui semblait trop forte et trop théâtrale, même s'il n'y avait pas d'autre public que les personnes qui attendaient derrière elle. Son parfum était la même fragrance florale qu'elle avait portée toute mon enfance. Celle qui, autrefois, me faisait penser qu'elle était magnifique, et qui maintenant me rappelait seulement toutes les fois où elle avait souri à des étrangers après m'avoir blessé en privé. Regardez-la, a-t-elle dit en me tenant par les épaules. Notre fille millionnaire. Ça y était. Pas notre fille, pas notre Léa, mais notre fille millionnaire. Mon père est apparu derrière elle, portant une chemise boutonnée bien repassée et ce genre d'expression fière qu'il réservait d'habitude aux remises de prix des entreprises locales. La voilà, a-t-il dit en s'avançant pour m'enlacer d'un bras et me tapoter le dos, comme si j'étais une partenaire commerciale qu'il voulait impressionner. Un grand jour pour la famille Hérault. J'ai failli le corriger. Ce n'était pas un grand jour pour la famille Hérault. C'était un grand jour pour moi, et j'y étais arrivé sans eux. Mais je n'ai rien dit. Damien était déjà dans la salle à manger, tenant un verre de vin, souriant avec cette confiance paresseuse qu'ont les gens quand la vie a amorti chacune de leurs chutes. Margot avait son téléphone à la main. Bien sûr, à la seconde où je suis entré, elle l'a levé et a dit « Dis bonjour, superstar. Ce soir, on célèbre ma sœur. » J'ai regardé l'appareil photo et j'ai fait un petit sourire. Elle voulait prouver qu'elle était proche de moi maintenant que cette proximité avait de la valeur. La table était dressée comme une scène de magazine de décoration. L'entrecôte tranchée sur un plat, la purée fouettée bien lisse, des légumes rôtis, de la salade, du pain chaud, et une bouteille de grand cru de Bordeaux s'aérant au centre. Ma mère avait même disposé des bougies le long de la table, comme si l'ambiance pouvait effacer l'absence. Nous nous sommes assis et, pendant les 10 premières minutes, ils ont joué la comédie de l'amour avec une énergie impressionnante. Mon père a levé son verre et a porté un toast à Léa, qui a prouvé que le sang des héros sait comment bâtir. Damien a hoché la tête un peu trop vite. Margot a applaudi. Ma mère a tamponné le coin de son œil avec une serviette qui était restée complètement sèche. Nous avons toujours su que tu étais spécial, a-t-elle dit. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai laissé cette phrase planer entre nous. Toujours était un mot dangereux. Toujours essayait de réécrire l'histoire sans en demander la permission. Ils ont posé des questions superficielles sur Forbes, mais pas une seule sur ce que faisait réellement Restoflux. Mon père n'arrêtait pas de dire « ton application de restaurant », comme si j'avais créé un menu en ligne. Damien a demandé si cette valorisation signifiait que j'allais acheter un manoir. Margot m'a demandé si je pouvais la présenter aux gens de chez Forbes parce qu'elle réfléchissait à son « personal branding ». Ma mère a demandé si je fréquentais quelqu'un, pour répondre immédiatement à sa propre question en disant que
les femmes qui réussissent à intimider les hommes. J'ai écouté. J'ai souri quand c'était nécessaire. J'ai coupé ma viande en petits morceaux et j'ai davantage observé leur visage que je n'ai écouté leurs mots. Les fissures sont vite apparues. Mon père regardait sa montre toutes les quelques minutes. Le genou de Damien rebondissait sous la table. Margot n'arrêtait pas de regarder mon sac à main, se demandant probablement si un chéquier pouvait y rentrer. Ma mère n'arrêtait pas de remplir mon verre de vin même si je n'y avais pas touché. Puis les plaintes ont commencé à s'immiscer dans la conversation, comme de l'eau sous une porte. Le prix de la viande était brutal. Les clients étaient devenus radins. Les applications de livraison avaient détruit la fidélité. Les jeunes employés ne voulaient plus travailler. Un établissement avait besoin de rénovation. Un autre avait un problème de cuisine. Un fournisseur était déraisonnable. Un propriétaire les mettait sous pression. Damien a dit que la marque avait besoin d'un pivot audacieux, quelque chose de plus haut de gamme, de moderne, quelque chose pour lequel les gens traverseraient la ville. Mon père hochait la tête comme s'il venait d'inventer la gastronomie. Margot a dit que les restaurants avaient besoin de meilleurs réseaux sociaux et qu'elle pourrait aider si la famille avait à nouveau un vrai budget marketing. Encore une fois, ce mot est tombé lourdement. Je l'ai regardée attentivement et elle a détourné les yeux. Ma mère s'est penchée par-dessus la table et m'a touché le poignet. C'est tellement agréable d'avoir tout le monde réuni. La famille devrait se serrer les coudes dans les moments importants. J'ai eu envie de demander où était passée cette conviction quand j'étais assise toute seule à la brasserie. J'ai eu envie de demander où était la famille quand mon entreprise a failli faire faillite. Quand je devais choisir entre payer mon loyer ou mes employés. Quand j'ai pleuré dans un supermarché parce que ma carte avait été refusée pour 12 €. Mais je ne m'étais pas assise à cette table pour demander des explications. J'étais venu pour les laisser se révéler eux-mêmes. Alors j'ai posé ma fourchette, j'ai croisé les mains sur mes genoux, et j'ai regardé mon père. Ton texto disait qu'il y avait quelque chose d'important à discuter, ai-je dit. L'ambiance a changé si vite que c'en était presque magnifique. Margot a baissé son téléphone. Damien s'est redressé. Ma mère a retiré sa main. Mon père s'est raclé la gorge et le chaleureux dîner de famille a disparu. La réunion d'affaires venait de commencer. Mon père s'est levé et s'est dirigé vers le buffet où une chemise en cuir l'attendait depuis le début de la soirée. Il l'a posée devant moi comme s'il m'offrait un honneur au lieu d'un désastre. Léa, a-t-il commencé, en utilisant sa voix de banquier. La maison Hérault est à un tournant. Il a ouvert le dossier sur un plan architectural sur papier glacé montrant un restaurant rénové avec du bois sombre, des luminaires en laiton, des cocktails signatures et des mannequins souriant à des tables parfaites. En haut, on pouvait lire « Renaissance de la maison Hérault, brasserie moderne ». Le marché change, a-t-il dit. Les gens veulent des expériences maintenant. Une gastronomie élevée, une meilleure image de marque. Nous avons l'histoire et le nom. Il nous faut juste des capitaux. Damien est rapidement intervenu. On ferme temporairement l'établissement le plus faible, on rénove le fleuron de la marque, on relance avec un ticket moyen plus élevé, on pousse les événements privés, les dîners de chefs, les soirées vins de prestige. C'est exactement là que va le marché. J'ai étudié les prévisions chiffrées. Elles n'étaient pas optimistes. Elles étaient fantaisistes, mais déguisées en costume cravate. Et le coût, ai-je demandé. Mon père n'a pas scié. 2,8 millions d'euros sur 18 mois. Ma mère s'est penchée en avant. Mais nous ne te demandons pas de supporter tout ça, ma chérie. Évidemment. C'était toujours ce qu'on disait avant d'annoncer quelque chose de déraisonnable. Nous avons besoin d'un crédit relais à court terme, a poursuivi mon père. 1,2 million d'euros. Ça soulage la pression, ça débloque le financement bancaire, et ça nous permet de commencer. Un prêt, ai-je dit. Un investissement dans ta famille, a-t-il corrigé. Protégé avec des intérêts, a ajouté Damien. Margot a souri nerveusement. Et honnêtement, ce serait une belle histoire. Une millionnaire de Forbes sauve l'héritage familial. Elle n'a semblé réaliser à quel point c'était moche qu'après l'avoir dit. Mon père a planté ses yeux dans les miens. Nous t'avons donné un toit, de la nourriture, une éducation, un nom. Maintenant, tu peux aider à protéger le nom qui t'a fait. Voilà. La facture pour m'avoir élevé. La facture invisible qu'ils avaient attendu des années pour m'envoyer.
J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai tourné les jolies photos pour arriver aux pages financières. Quelle banque doit débloquer le financement, ai-je demandé. Damien a cligné des yeux. Quoi? Tu as dit que mon argent débloquait le financement bancaire. Quelle banque? La mâchoire de mon père s'est crispée. La Banque Populaire Rive Gauche. Nous avons une relation de longue date. Intéressant, ai-je dit. Et ils sont à l'aise avec l'avis de défaut de paiement déposé il y a 6 semaines? Ma mère s'est figée. Le genou de Damien s'est arrêté de trembler. L'expression de mon père s'est durcie. C'est de la paperasse temporaire. Le procès des fournisseurs est temporaire aussi? Les retards de paie, l'hypothèque déposée sur l'équipement de Villeurbanne? Margot a regardé autour d'elle. De quoi est-ce qu'elle parle? J'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti ma tablette. Les registres publics ne sont pas difficiles à lire. Pas plus que les documents judiciaires ou les avis de saisie. La maison Hérault ne pivote pas depuis une position de force. Elle s'effondre à cause d'une mauvaise gestion. Le visage de Damien a rougi. Tu n'y connais rien en gestion de restaurant. Je l'ai regardé calmement. Mon entreprise gère plus de 800 restaurants indépendants. Je sais exactement à quoi ressemble une mauvaise gestion. Je sais aussi à quoi ça ressemble quand un directeur des opérations facture des voyages personnels, des mensualités de voiture et des frais de conseil à une entreprise qui n'arrive pas à payer son fournisseur de viande à temps. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mon père a frappé du poing sur la table. Ça suffit. Tu viens dans ma maison pour accuser ta famille. Non, ai-je dit. Je suis venu parce que vous m'avez invité ici pour me mentir. Son visage s'est assombri. Nous t'avons invité parce que nous avons besoin d'aide. Vous m'avez invité parce que Forbes a imprimé un chiffre à côté de mon nom, et que vous avez confondu valorisation et liquidité. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Léa, s'il te plaît, ne sois pas cruelle. Nous pouvons arranger ça si tu nous aides à traverser les prochains mois. C'est faux, ai-je répondu. 1,2 million ne réglera pas le problème. Ça vous achètera du temps pour en perdre encore plus tout en faisant semblant que tout va bien. Damien a repoussé sa chaise. Espèce de petite peste égoïste. Mon père m'a pointé du doigt. Tu es redevable envers cette famille. J'ai regardé autour de la table ces gens qui avaient raté tous les moments importants de ma vie jusqu'à ce que ma réussite devienne utile. Puis j'ai placé la tablette au centre de la table et j'ai ouvert le dossier de Nadine. Je ne suis pas redevable envers cette famille pour un prêt, ai-je dit. Et je ne suis pas là pour vous en faire un. Mon père a eu un petit rire, sec et méchant. Alors pourquoi es-tu là? J'ai tapé sur l'écran. Le premier document est apparu. Cession de créances commerciales. Emprunteur, groupe Maison Hérault. Nouveau détenteur, groupe LH Capital. Mon père s'est penché en avant. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Ma mère lui a touché la manche. Grégoire, qu'est-ce que c'est? Il n'a pas répondu. Damien a fait le tour de la table, a lu par-dessus son épaule, et a pâli à son tour. J'ai croisé les mains. Il y a 3 semaines, par l'intermédiaire de ma société holding, j'ai racheté les dettes commerciales en difficulté de la maison Hérault. Le prêt bancaire, la saisie secondaire et le financement de l'équipement ont tous été transférés légalement. Je ne suis pas venu ici en tant que fille demandant à être aimée. Je suis venu ici en tant que créancière que vous ignoriez avoir. Personne n'a bougé. Mon père m'a regardé comme s'il me voyait clairement pour la toute première fois, et il détestait ça, car j'étais plus forte que lui. Je me suis penché juste assez en avant pour que chaque mot fasse mouche. Vous n'avez pas invité votre fille à dîner, ai-je dit. Vous avez invité votre banque. Pendant un instant, la pièce entière était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. La main de ma mère est restée figée sur la manche de mon père. Damien fixait la tablette comme si les mots allaient changer. Margot s'était affaissée sur sa chaise, son téléphone oublié. C'est mon père qui a parlé en premier, mais son assurance s'était envolée. Ce n'est pas possible. C'est possible, ai-je répondu. C'est signé, financé, enregistré et validé par nos avocats. Ma mère a murmuré, tu as racheté la dette de ta propre famille. J'ai racheté un actif en difficulté avec des emplacements récupérables,
une marque reconnue et une gestion désastreuse, ai-je dit. Il se trouve juste que cette direction a un lien de parenté avec moi. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais absolument tous les droits légaux. Le prêteur voulait se retirer. Vous étiez en défaut de paiement. J'ai fait une offre. Ils ont accepté. La colère de Damien est revenue, car la colère était plus facile à affronter que la peur. C'est une vengeance parce qu'on a raté ton stupide dîner. Je me suis tourné vers lui. Non, Damien. Je fais ça parce que ton entreprise ne peut pas payer ses dettes. Les employés s'inquiètent pour leur salaire. Les fournisseurs se préparent à vous couper les vivres. Et au lieu de redresser l'entreprise, vous avez essayé de me transformer en distributeur d'urgence en me faisant du chantage affectif familial. Ma mère s'est mise à pleurer pour de bon cette fois. Léa, je t'en supplie. On va forcer ton père à s'excuser. On peut tout recommencer. Ça m'a presque rendu triste de voir qu'elle pensait encore qu'une excuse était un bon de réduction qu'elle pouvait échanger contre le contrôle de la situation. J'ai placé le dossier juridique de Camille à côté de la tablette. Voici vos options. Option 1, vous signez un transfert volontaire de la participation majoritaire de la Maison Héros au groupe LH Capital. En échange, vous recevez une indemnité de départ globale de 180 000 €, à répartir comme vous le souhaitez. Vous évitez une saisie publique, vous évitez les gros titres sur votre faillite, et les employés gardent leur emploi pendant que mon équipe restructure. Damien a explosé. 180 000 €? Ce n'est rien. C'est plus que ce que valent les par une fois la dette déduite, ai-je dit, et c'est bien plus généreux que ce qu'un inconnu vous aurait offert. Les mains de mon père se sont serrées en poing. Et l'option 2? Vous refusez. Demain matin à 9 h, mon avocat lance les procédures. Le défaut de paiement devient public. Les établissements entrent en procédure de liquidation. Les saisies sur les équipements sont activées. Et chaque commerçant du coin, chaque fournisseur, chaque membre du club de golf et chaque ami de la famille apprendra à quel point vous avez mal géré l'entreprise. C'était ça, le coup de grâce. Pas l'argent, ni même les restaurants. La honte publique. Mon père avait construit sa vie autour du respect de personnes qui confondaient arrogance et compétence. Ma mère ne se souciait que des déjeuners de charité et des brunchs du country club. Damien s'en souciait parce que ses amis pensaient qu'il était un grand patron. Margot s'en souciait parce que son image en ligne reposait sur le fait d'être la fille d'une famille de restaurateurs à succès. Je n'avais pas haussé la voix une seule fois, mais la pièce donnait l'impression que j'avais renversé la table. Tu nous humilierais à ce point, a dit ma mère. Non, ai-je répondu. Vos choix deviendraient simplement visibles. Il y a une différence. Mon père s'est laissé retomber dans sa chaise. La Maison Héros, c'est mon héritage. C'était ton héritage, ai-je rectifié. Et puis tu en as fait ton portefeuille personnel. Il a tressailli. Je ne détruis pas le nom. Je sauve ce qui peut encore l'être. Les employés qui travaillent dur garderont leur poste. Les 2 meilleurs établissements resteront ouverts. Le plus faible fermera. Les stocks seront suivis, les plannings seront adaptés à la demande, les fournisseurs seront payés correctement, et c'est Restoflux qui gérera le système. La marque survivra, mais sans les personnes qui ont failli la tuer. Damien a eu un rire amer. Donc, je suis viré. Oui. Avec effet immédiat après la signature. Margot a murmuré, et mon poste au marketing. Tu n'as jamais eu de vrai rôle au marketing. Tu avais une allocation mensuelle déguisée en frais de conseil qui prend fin ce soir. Ma mère avait l'air terrifiée. Et ton père et moi. Vous prenez votre retraite opérationnelle. Vous réduisez votre train de vie. Utilisez votre indemnité pour trouver un endroit que vous pouvez vous permettre. Et quittez cette maison. La maison avait été mise en garantie dans le dossier de refinancement. Si vous signez, je vous donne 60 jours pour déménager. Si vous refusez, c'est le tribunal qui décidera du calendrier. C'est là que la famille a complètement implosé. Margot a pleuré pour son appartement. Damien a juré et a accusé mon père d'avoir caché les vrais chiffres. Ma mère l'a supplié d'arranger les choses. Mon père fixait les papiers comme un homme regardant sa propre statue s'effondrer. Ils se sont disputés pendant 20 minutes. Je les ai laissés faire.
Nadine attendait à l'extérieur. Camille était prêt à intervenir. Et moi, j'étais assise là, entourée d'entrecôtes, de bougies et de panique, sentant quelque chose se relâcher à l'intérieur de moi. Je pensais autrefois que tourner la page ferait l'effet d'un coup de tonnerre. Ce n'était pas le cas. C'était plutôt de regarder les personnes qui avaient toujours contrôlé la pièce réaliser qu'elles ne pouvaient plus me contrôler. Finalement, mon père a pris le stylo. Sa main tremblait. Il a signé le premier. Ma mère a signé en second, pleurant silencieusement. Damien a appuyé si fort que le stylo a failli déchirer le papier. Margot a signé la dernière, comme un enfant admettant que la partie était finie. J'ai scanné les documents et je les ai envoyés à Camille. 1 minute plus tard, mon téléphone a vibré. Engageant et exécutoire. Je me suis levé. Mon père ne m'a pas regardé. « Tu as eu ce que tu voulais ?» a-t-il dit. « Non », ai-je répondu. « J'ai eu ce dont j'avais besoin. » Ma mère a tendu la main vers moi. « Léa, mon bébé, s'il te plaît. Nous sommes toujours ta famille. » J'ai regardé sa main, mais je ne l'ai pas prise. La famille ne zappe pas chaque moment qui compte pour n'apparaître que lorsqu'il y a de l'argent sur la table. Elle a murmuré, nous t'aimions, à notre façon. J'ai repensé au final de débat vide, au parking de la remise des diplômes, à la table de la brasserie avec ses 5 assiettes intactes, et à l'année de silence. Votre façon ressemblait exactement à de la solitude, ai-je dit. Dehors, l'air nocturne était frais et pur. Je me suis assise dans ma vieille Clio avant de démarrer le moteur. Mon téléphone a vibré avant même que j'atteigne le bout de l'allée. S'il te plaît, reviens. On peut arranger ça. Ton père est désolé. J'ai bloqué le numéro de ma mère, puis celui de mon père, puis celui de Damien, puis celui de Margot. Un par un, leurs noms ont disparu de mon écran. Et à chaque fois, je me sentais plus légère. J'ai repris la route vers Lyon, la vitre entrouverte, le vieux moteur ronronnant comme s'il m'avait porté à travers chaque saison difficile, et qu'il était fier de me porter à travers celle-ci, aussi. Les gens pensent que la vengeance consiste à faire souffrir les autres. Ce n'est pas ça. La vraie vengeance, c'est refuser de continuer à souffrir juste pour rassurer des personnes égoïstes. La vraie vengeance, c'est se construire une vie si solide que ceux qui vous ont ignoré ne peuvent plus y pénétrer pour venir saccager votre paix. Le succès n'est pas seulement une question d'argent, un gros titre, ou un chiffre dans Forbes. Le vrai succès, c'est connaître sa propre valeur avant que quiconque d'autre ne la valide. C'est fixer des limites avec des gens qui utilisent la culpabilité comme une laisse. C'est comprendre que le mot famille ne devrait jamais être utilisé pour vider vos poches ou réduire votre douleur au silence. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. La loyauté sans responsabilité n'est qu'un piège de plus. Parfois, la leçon la plus précieuse et la plus éducative que la vie nous offre est le courage de quitter une table où l'on n'a jamais vraiment été nourri. Si vous avez déjà eu à choisir votre paix intérieure plutôt que des gens qui appelaient leur besoin de contrôle de l'amour, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas cruel pour vous être protégé. Vous n'êtes pas égoïste pour avoir refusé d'être utilisé. Vous avez le droit de bâtir un avenir où votre cœur est en sécurité. Et parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est d'arrêter de supplier pour trouver votre place dans une pièce qui ne s'ouvre que lorsqu'elle a besoin de quelque chose de votre part.